Avez-vous déjà pensé que la chose la plus ordinaire du monde, comme une simple photographie accrochée dans un commerce, pourrait dévoiler un secret que toute une ville aurait préféré ignorer pendant des décennies? En juin 1936, sur la côte atlantique française, une mère épuisée entra dans la quincaillerie de son frère pour échapper à la pluie, et vit, pendue au mur, l'image d'une petite fille tenant un pain rond, avec dans les cheveux un cordon tressé qu'elle seule savait faire. Quelques mois plus tôt, son propre enfant avait disparu sans explication. Ce jour-là, quelque chose se brisa, et quelque chose se réveilla, car cette mère pauvre, veuve et isolée allait perceber que portera dessa imagem existia uma rede de silêncio, caridade duvidosa e poder que ninguém tinha coragem de enfrentar. Mais ce que cette photographie allait révéler, 1 an plus tard, dans une salle de classe transformée en bureau administratif, changerait à jamais le destin d'une famille, la réputation d'un homme influent et a memoria de toda uma communauté. Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de réalités que trop de familles ont déjà vécues. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Votre participation est importante, car ces récits dramatisés nous aident à réfléchir à ce que beaucoup de familles ont vécu et à ce que nous continuons parfois à ignorer. Merci d'être là. Louise Karadec n'aurait jamais dû entrer dans la quincaillerie de son frère ce matin-là. Mais elle portait un rouleau de toile trop lourd et ses mains saignaient des aiguilles de la nuit précédente. Elle poussa la porte et le monde s'arrêta. Là, pendue au mur près des clous et des vis, une photographie en noir et blanc montrait 3 enfants posant sur le quai. À gauche, presque hors cadre, une petite fille de 4 ans tenait un pain rond entre ses mains. Et dans ses cheveux, un cordon de laine tressé rouge et écru, exactement comme celui que Louise faisait pour sa fille, celle qui avait disparu 8 mois plus tôt. Abonnez-vous maintenant, car à la fin, vous découvrirez comment cette simple photographie détruisit le mensonge le plus respectable de la côte atlantique et força une France entière à regarder ce qu'elle préférait ignorer. Ceci est l'histoire d'une mère qui n'avait rien d'autre que ses mains et un bout de laine pour affronter les hommes les plus puissants de Morbihan. La photographie portait le tampon « Studio Béraud, Saint-Nazaire » et datait de juin 1936. Louise la fixa pendant plusieurs secondes, incapable de respirer. Son frère Armand s'approcha, confus. « C'est un calendrier publicitaire, Louise. Je l'ai reçu en cadeau avec ma commande de clous. » Mais Louise ne l'écoutait plus. Elle voyait le cordon de laine, ce tressage si particulier qu'elle avait inventé les soirs d'hiver quand Élise ne voulait pas dormir. Elle voyait aussi la façon dont la petite tenait le pain, les doigts tordus vers l'intérieur, exactement comme Élise le faisait à cause du cal sur son index, formé après des mois à tourner les bobines de fil pour aider sa mère à coudre. 8 mois. 8 mois depuis cette matinée de novembre 1935, quand Madame Duhamel, la voisine, était venue frapper à la porte avec une proposition qui semblait divine. Un bienfaiteur de la paroisse cherche une petite fille pour un accueil temporaire, Louise. Juste pour l'hiver. Nourriture chaude, vêtements propres, un lit avec des couvertures. Jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Le nom circulait à voix basse dans les ruelles de la Roche-Bernard. Abel Riant, commerçant respecté, ami des conseillers municipaux, homme qui aidait les orphelins. Personne ne le questionnait directement. Personne n'osait. Louise avait hésité. Elle était veuve depuis 3 ans. Le bateau de son mari avait coulé lors d'une tempête d'automne. Elle cousait 16 heures par jour pour payer le loyer d'une pièce humide où le froid traversait les murs. Élise avait 4 ans et toussait chaque nuit. Madame Duhamel insistait. « Juste une après-midi, Louise. Une soupe communautaire à Saint-Nazaire. Les dames de la charité s'occupent de tout. Tu verras, ce sera bon pour elle. » Louise n'avait signé aucun papier. Elle avait dit oui pour une après-midi. Une seule. Élise n'était jamais revenue. Quand Louise avait couru chez Abel Riant le lendemain, il l'avait reçue dans son bureau décoré de médailles et de portraits d'hommes importants. « Les dames de la charité sauront vous répondre, Madame Karadec. Je ne suis qu'un humble intermédiaire. » Puis il avait raccompagné Louise vers la porte avec des phrases polies et vides.
À la mairie, submergée de dossiers d'enfants assistés par l'État depuis la loi de 1923, on l'avait envoyé de comptoir en comptoir. Revenez demain avec un certificat. Il faut d'abord remplir ce formulaire. La commission se réunit le mois prochain. L'hiver était arrivé. Le courrier n'apportait aucune nouvelle, et le village avait appris à vivre avec le silence. Mais maintenant, cette photographie. Louise arracha le calendrier du mur. Armand tenta de la retenir. « Louise, qu'est-ce que tu fais? C'est juste une image publicitaire. » Elle sortit en courant, le calendrier serré contre sa poitrine. Dans la rue, les voisines la regardaient, passer sans oser parler. Depuis qu'Élise avait disparu, Louise était devenue la couturière qui a perdu sa fille. Un surnom murmuré avec pitié et jugement mêlé. Certains disaient qu'elle n'aurait jamais dû laisser partir l'enfant. D'autres murmuraient qu'une mère si pauvre n'avait peut-être pas le droit de garder sa fille. Louise monta les marches jusqu'au presbytère et frappa à la porte du père Le Floch. Le prêtre connaissait Henri Béraud, le photographe du studio Béraud. Il pourrait l'aider. Mais quand elle entra dans le bureau sombre du presbytère, ses jambes tremblèrent. Qu'allait-elle demander? Qu'allait-elle prouver? Elle n'avait qu'un bout de laine tressé dans une photographie publique accrochée chez un marchand de clous. Le père Le Floch écouta en silence, puis prit le calendrier. Il observa la petite fille au cordon rouge et écrut. « Je vais contacter Béraud », dit-il simplement. 2 jours plus tard, Louise était assise dans le studio du photographe. Henri Béraud ouvrit son cahier de travail, un registre où il notait chaque séance depuis 15 ans. Il trouva la date. 14 juin 1936, quai de Saint-Nazaire, campagne de dons pour les colonies de vacances. « Je me souviens », dit Béraud lentement. « Cette petite fille est arrivée avec un groupe d'enfants et 2 femmes volontaires. L'une d'elles portait le voile bleu marine des dames vicentines. Le photographe se tut un instant, cherchant dans sa mémoire. La fillette a essayé de descendre de la caisse où je l'avais installée. Elle cherchait quelqu'un hors du cadre. Une main adulte l'a tirée en arrière. La main ne voulait pas apparaître sur la photo. Béraud referma son cahier. « Je n'ai pas de nom, Madame Karadec, juste ce que mes yeux ont vu. » Louise sortit du studio avec une seule certitude. Sa fille était vivante, quelque part, près d'ici, et quelqu'un l'avait emmenée au quai pour une campagne publique de charité. Cette nuit-là, Louise ne put dormir. Elle cousait dans le noir, ses doigts bougeant par habitude, tandis que son esprit cherchait un plan. Elle n'avait ni argent, ni éducation, ni relation. Elle signait son nom avec difficulté et dépendait des autres pour lire les papiers officiels. Comment une femme comme elle pouvait-elle affronter Abel Riant, homme respecté qui distribuait des médailles aux bonnes œuvres et serrait la main du maire? Comment pouvait-elle retrouver sa fille quand même la mairie refusait de l'aider? Mais Louise avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Elle connaissait sa fille. Le cordon de laine, la façon de tenir le pain, le regard cherchant quelqu'un hors du cadre. C'était Élise. Elle en était certaine. Et si cette photographie existait, c'est qu'Élise avait été vue publiquement, à Saint-Nazaire, en juin 1936. Quelqu'un devait savoir où elle était maintenant. Le lendemain, Louise se rendit au quai de Saint-Nazaire. Elle interrogea les gardiens, les employés du dépôt de pain, les marchands ambulants. La plupart haussèrent les épaules. Mais un vieux gardien, ancien pêcheur comme le mari de Louise, s'arrêta. « Abel Riant? Oui, je l'ai vu ici en juin. Il chargeait des enfants dans un camion. Direction l'intérieur des terres, vers Châteaubriand. Pour un pensionnat rural, qu'il disait. Pour leur bien. » Le gardien cracha par terre. « J'ai perdu mon fils en mer il y a 10 ans, madame. Je sais ce que c'est de chercher. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. » Louise rentra chez elle avec un nom, Châteaubriand, et une alliance inattendue. Un gardien de quai qui portait lui aussi le poids d'un enfant perdu. Mais elle ignorait encore que retrouver sa fille prendrait plus qu'un nom de ville et la bonté d'un inconnu. Elle ignorait qu'elle devrait briser le silence d'un village entier, affronter une femme qui aimait Élise comme sa propre fille, et forcer une France confortable à regarder comment elle volait les enfants des pauvres sous prétexte de les sauver. Le chemin serait long. Mais cette nuit-là, pour la première fois en 8 mois, Louise dormit sans cauchemar. Elle avait une piste.
Et elle ne s'arrêterait plus. Novembre 1935, 8 mois avant la découverte de la photographie. La Roche-Bernard se réveillait sous une pluie froide, qui transformait les ruelles en rivières de boue. Louise cousait près de la fenêtre, profitant de la lumière grise du matin pour économiser les bougies. Élise jouait à ses pieds, avec des bobines de fil vides, construisant des tours qu'elle renversait en riant. La veille, Madame Duhamel était venue frapper à la porte avec sa proposition. Louise avait dit non 3 fois. Puis elle avait regardé Élise tousser dans son sommeil, et le lendemain matin, elle avait dit oui. Ce oui la hantait chaque nuit depuis. À 3 heures du matin, Louise se réveillait en sueur, revivant le moment où elle avait mis le manteau sur les épaules d'Élise. « C'est juste une après-midi, ma chérie. Tu vas manger une bonne soupe chaude. » Élise avait souri, confiante. Elle ne savait pas que sa mère mentait. Louise non plus. Mais revenons à juillet 1936, 1 mois après la découverte de la photographie. Louise et le gardien du quai, qui s'appelait Yann Kerouac, firent une visite nocturne au dépôt où les pains de la campagne de Charité étaient entreposés. Le portier de nuit, un homme qui devait de l'argent à Armand, les laissa consulter le registre des donations. Ils trouvèrent des noms de bienfaiteurs, des quantités de farine et de levure, mais aucun nom d'enfant. Le chemin refroidissait. Abel Riant avait été prudent, trop prudent. Louise changea de tactique. Si elle ne pouvait pas trouver Élise par les papiers officiels, elle devait briser l'isolement. Un matin d'août, elle se rendit au lavoir public, lieu où les femmes lavèrent le linge et échangeaient les nouvelles du village. Louise parla haut et clair. « Ma fille portait un cordon de laine tressé rouge et écru. Je l'ai fait moi-même. Si quelqu'un a vu une petite fille avec ce cordon, je voudrais le savoir. » Le silence tomba sur le lavoir. Certaines femmes détournèrent le regard. D'autres murmurèrent entre elles. Mais Thérèse Gallet, une blanchisseuse au visage marqué par 40 ans de travail dur, leva la tête. « J'ai vu ce cordon, Louise, il y a 2 semaines, à Saint-Étienne-de-Montluc. Une petite fille tirait de l'eau du puits avec un seau trop lourd. Une dame était avec elle, bien habillée, cheveux gris sous un chapeau de feutre. Louise sentit son cœur battre si fort qu'elle crut s'évanouir. « Cette dame, tu la connais. » Thérèse hésita. « Je crois que c'était Madame Riant, l'épouse d'Abel Riant, Saint-Étienne-de-Montluc, à 20 kilomètres de la Roche-Bernard. » Louise ne pouvait pas simplement s'y rendre et frapper à toutes les portes. Abel Riant avait des amis partout. Si elle agissait trop vite, il pourrait déplacer Élise ailleurs. Ou pire, prétendre que l'enfant était légalement sous sa tutelle. Yann Kerouac, le gardien, proposa un plan. Attendre un événement public où Madame Riant serait obligée de sortir avec Élise. « Les notables aiment se montrer, dit-il. Ils ne peuvent pas résister à une fête de village. » Pendant ce temps, Louise apprenait des choses sur Abel Riant qu'elle aurait préféré ne pas savoir. Le système d'accueil temporaire d'enfants pauvres existait officiellement depuis 1923, après la création des pupilles de l'État pour les orphelins de guerre. Mais dans les campagnes, loin des bureaux parisiens, ce système avait créé des brèches énormes. Des intermédiaires comme Riant pouvaient retirer des enfants à leurs familles sans documents officiels, en prétendant agir pour le bien de l'enfant. Les mères pauvres, analphabètes, isolées, n'avaient aucun recours. Et quand elles osaient se plaindre, on leur répondait qu'elles étaient trop pauvres pour être de bonnes mères. Louise découvrit aussi que Madame Riant, née Marguerite Le Breton, avait perdu 3 grossesses. Les femmes du village murmuraient qu'elle priait chaque dimanche pour avoir un enfant, qu'elle cousait des robes de baptême qu'elle ne porterait jamais à l'église, qu'elle pleurait devant les berceaux vides des magasins. Cette information déchira Louise. Comment pouvait-elle haïr une femme qui souffrait de ne pas avoir d'enfant? Mais comment pouvait-elle pardonner à quelqu'un qui avait volé le sien? Les semaines passèrent. Septembre arriva avec ses pluies d'automne. Louise cousait toujours 16 heures par jour, mais maintenant elle avait un but. Chaque point de couture était une prière silencieuse. Chaque chemise terminée la rapprochait du jour où elle reverrait Élise. Yann venait parfois lui apporter des nouvelles du port. Armand passait le soir avec du pain et du fromage qu'il prétendait avoir en trop. Le père Le Floch priait avec elle après la messe. Louise n'était plus seule,
Mais la solitude revenait chaque nuit, quand elle regardait le lit vide où Élise dormait autrefois. Les draps étaient toujours pliés, comme si sa fille allait revenir le lendemain. Louise gardait le cordon de laine original, celui qu'Élise portait le jour de sa disparition, dans une boîte en fer. Parfois, elle l'ouvrait et le touchait, juste pour se rappeler que tout cela était réel. Qu'elle n'inventait pas sa fille, qu'Élise avait vraiment existé dans cette pièce froide et humide. Un soir d'octobre, Thérèse arriva essoufflée chez Louise. « La fête de la Saint-Jean, à Saint-Étienne-de-Montluc, l'été prochain. Abel Riant organise toujours une banca de dons. Il sera là avec sa femme. C'est l'occasion. » Louise calcula rapidement. Octobre 1936. La fête aurait lieu en juin 1937. 8 mois d'attente. 8 mois de plus sans savoir si Élise allait bien, si elle mangeait, si elle pensait encore à sa mère. 8 mois à imaginer qu'Élise appelait peut-être une autre femme maman. Cette pensée était insupportable. Mais Louise n'avait pas le choix. Si elle voulait récupérer sa fille de façon légale, elle devait attendre le bon moment. Elle devait être intelligente, patiente, forte. Toutes les choses qu'une femme pauvre et épuisée n'était pas censée être. Les mois suivants furent les plus difficiles de sa vie. Louise luttait contre la tentation de courir à Saint-Étienne-de-Montluc et de chercher Élise maison par maison. Yann devait parfois la retenir physiquement. « Ils te l'enlèveront définitivement si tu fais un scandale, Louise. Ils diront que tu es folle, instable, inapte à être mère. Tu dois attendre. » Louise savait qu'il avait raison, mais savoir ne rendait pas l'attente moins douloureuse. Pendant ce temps, quelque part à Saint-Étienne-de-Montluc, Élise grandissait dans une maison chaude avec des repas réguliers et des robes propres. Madame Riant l'appelait « ma petite » et lui apprenait à coudre des mouchoirs brodés. Monsieur Riant la montrait aux visiteurs comme preuve de sa générosité. « Une pauvre orpheline que nous avons sauvée de la misère », disait-il. Personne ne posait de questions. Personne ne demandait le nom de la mère. Car dans cette France des années 30, sauver les enfants de la pauvreté était considéré comme une œuvre pie, même quand cela signifiait les voler à leur famille. Le capitaine Muller n'existait pas dans cette histoire. Mais il y avait quelque chose de tout aussi dangereux, le système lui-même. Un système qui permettait à des hommes respectables de décider qu'une mère pauvre ne méritait pas son enfant. Un système où la charité cachait l'arrogance, où la bonté masquait le vol. Mais Louise refusait d'accepter ce système. Elle refusait de disparaître dans le silence comme tant d'autres mères avant elle. Elle refusait que sa fille grandisse en pensant qu'elle avait été abandonnée. Alors elle attendit, cousit, pria, et prépara le jour où elle regarderait Abel Riant dans les yeux et réclamerait ce qui lui avait été volé. Juin 1937 approchait. La fête de la Saint-Jean. Le moment de vérité. Louise ne savait pas encore que ce jour-là, dans une salle de classe transformée en bureau administratif, elle forcerait toute une communauté à choisir entre le confort du mensonge et l'inconfort de la justice. Elle ne savait pas que sa victoire ne serait pas parfaite, que les cicatrices resteraient, que rien ne serait jamais complètement réparé. Mais elle savait une chose, elle reverrait sa fille, elle lui parlerait, elle lui chanterait leurs chansons secrètes, et elle ramènerait Élise à la maison, même si le monde entier essayait de l'en empêcher. Juin 1937. La veille de la fête de la Saint-Jean. Louise n'avait pas dormi depuis 3 nuits. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait plus coudre. Armand dut lui prendre l'aiguille des doigts et la forcer à boire du bouillon chaud. « Si tu t'effondres demain, tout sera perdu, » dit-il doucement. Louise savait qu'il avait raison. Mais comment dormir quand, dans quelques heures, elle reverrait peut-être sa fille pour la première fois en 18 mois 18 mois. Élise avait 4 ans quand elle était partie. Elle en aurait 5 maintenant. Est-ce qu'elle se souviendrait de sa mère? Est-ce qu'elle reconnaîtrait sa voix? Ou est-ce que Madame Riant avait déjà effacé Louise de la mémoire de l'enfant, la remplaçant par une nouvelle histoire, où Élise n'avait jamais eu d'autre mère? Yann Kerouac arriva à l'aube avec un plan précis. « Thérèse et moi viendrons avec toi. Thérèse comme témoin, moi comme représentant officieux. J'ai mon ancien uniforme de la marine. Ça impressionne toujours les petits fonctionnaires.
Il hésita avant d'ajouter « Louise, il faut que tu saches. Si Madame Riant refuse de te laisser parler à Élise, nous n'aurons aucun pouvoir légal pour l'obliger. Abel Riant a des amis à la mairie. Il peut dire que l'enfant est sous sa protection temporaire. Sans papier signé, ce sera sa parole contre la tienne. » Louise ferma les yeux. Elle avait pensé à ce scénario des centaines de fois. « Alors je chanterai. Notre chanson. Celle que j'inventais pour elle le soir. Petit bouton, petit fil, ma fille dort sous le ciel d'avril. Si Élise se souvient de la suite, personne ne pourra nier qu'elle est ma fille. » Yann hocha la tête lentement. « C'est risqué, mais c'est peut-être tout ce que nous avons. » Le voyage jusqu'à Saint-Étienne-de-Montluc prit 3 heures dans la carriole d'un marchand de légumes qui devait de l'argent à Armand. Louise était assise à l'arrière, serrée entre des caisses de choux et de pommes de terre. Elle portait sa seule robe propre, celle qu'elle mettait pour la messe. Dans sa poche, elle touchait sans cesse le cordon de laine original, son talisman, sa preuve. La fête de la Saint-Jean battait son plein quand ils arrivèrent. Le patio de l'école était décoré de banderoles triangulaires. Une fanfare jouait des airs bretons. Des enfants couraient entre les stands de gâteaux et de limonade. Et là, près de l'estrade, exactement comme Thérèse l'avait prédit, se tenait la banca de dons organisée par Abel Riant. Des pains ronds étaient empilés sur une table recouverte d'une nappe blanche. Des médailles brillaient sur la veste de Riant. Et à ses côtés, distribuant des sourires aux donateurs, Madame Marguerite Riant, cheveux gris sous un chapeau élégant. Mais pas d'Élise. Louise sentit la panique monter. « Elle n'est pas là », murmura-t-elle. Thérèse lui serra le bras. « Attends, le défilé n'a pas encore commencé. » 15 minutes plus tard, la fanfare joua une marche et les enfants de l'école se mirent en rang. Ils devaient défiler devant l'estrade où le maire et les notables étaient assis. Louise scruta chaque visage. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang dans ses oreilles. Et soudain, elle la vit, 5e dans la rangée. Manteau à carreaux trop grand, cheveux attachés avec un cordon de laine rouge et écrus. 5 ans maintenant, visage plus fin, mais les mêmes yeux qui ne regardaient jamais directement les gens. Élise, vivante, réelle, à 10 mètres d'elle. Louise voulut crier, courir, arracher sa fille de cette rangée et fuir avec elle. Mais Yann posa une main ferme sur son épaule. « Pas comme ça, pas de scandale. Souviens-toi du plan. » Le défilé se termina. Les enfants se dispersèrent vers les stands de bonbons. Louise avança lentement, les jambes tremblantes. Elle s'approcha de Madame Riant qui surveillait les enfants depuis la banca de dons. « Madame, » dit Louise d'une voix qu'elle força à rester calme. « Il fait si chaud. Cette petite fille là-bas, avec le manteau à carreaux, pourrait-elle avoir un verre d'eau ?» Madame Riant leva les yeux et son visage pâlit légèrement. Elle reconnaissait Louise. Forcément. Mais elle répondit avec politesse glaciale. « Bien sûr, madame. » Elle appela Élise qui vint docilement. Louise prit le verre d'eau que Madame Riant lui tendait et dit « Viens, ma chérie. Allons à l'ombre du figuier. Tu as l'air fatiguée. » Et Madame Riant voulut protester, mais Thérèse s'interposa adroitement, demandant des informations sur les dons. Louise marcha vers l'arbre, Élise à ses côtés. L'enfant ne la reconnaissait pas. Elle regardait Louise avec curiosité polie, mais aucune étincelle de mémoire. Sous le figuier, Louise s'agenouilla pour être à la hauteur d'Élise. « Tu sais, j'avais une petite fille qui aimait beaucoup les chansons. Je vais te chanter quelque chose. Si tu la connais, tu peux chanter avec moi. » Et sans attendre de réponse, Louise commença. « Petit bouton, petit fil, ma fille dort sous le ciel d'avril. » Elle s'arrêta. Le silence s'étira. Élise fronça les sourcils, comme si quelque chose de très ancien remontait du fond de sa mémoire. Puis, avec un léger défaut de prononciation sur le « L », elle murmura « Les étoiles cousent des rêves, maman les garde sans trêve. » Louise sentit les larmes brûler ses yeux, mais ne les laissa pas couler. « Pas encore. »« Tu t'appelles comment ?» demanda-t-elle doucement. « Élise, » répondit la petite. « Et avant, tu habitais où ?»« Je ne sais pas. Chez Madame Marguerite. » Louise tendit la main vers le cordon de laine. « C'est moi qui ai fait ça. Je tresse toujours rouge et écru. C'est spécial. C'est juste pour toi. »
Élise toucha le cordon dans ses cheveux, confuse. Madame Marguerite dit que c'est elle qui l'a fait. Non, ma chérie, c'est moi, je suis Louise, je suis ta maman. À ce moment, Abel riant arriva, le visage rouge de colère contenue. Madame Karadec, que faites-vous? 2 hommes de la commune l'accompagnaient. Mais Yann Kerouac s'interposa, imposant dans son vieil uniforme de marine. Monsieur Riant, je suis Yann Kerouac, ancien officier. Une mère vient de reconnaître sa fille disparue. Selon le code civil, la mairie doit entendre les parties avant toute décision. Sa voix était calme mais ferme. Les curieux commençaient à s'approcher. Abel Riant hésita. Un scandale public pourrait ruiner sa réputation. Très bien. Allons à la direction de l'école. Nous éclaircirons cela calmement. Ils marchèrent tous ensemble, formant une procession étrange. Louise tenant la main d'Élise qui ne comprenait pas, Madame Riant les yeux rouges, Abel Riant essayant de maintenir sa dignité, Yann et Thérèse encadrant le groupe, et derrière eux une foule de villageois murmurant. La salle de direction était petite et sentait la craie et le vieux bois. La directrice, Madame Blanchard, femme stricte d'une 50aine d'années, prit place derrière le bureau. « Expliquez-moi la situation, dit-elle sèchement. Louise raconta tout. Le départ d'Élise en novembre 1935, les promesses de Madame Duhamel, l'absence de papier, les recherches vaines, la photographie découverte par hasard, le cordon de laine, la chanson. Madame Riant pleurait maintenant ouvertement. « Je l'aime, dit-elle d'une voix brisée. Je l'aime comme ma fille. Elle était si maigre, si malade quand elle est arrivée. Je l'ai soignée. Je lui ai donné une maison chaude, des vêtements propres, de l'éducation. J'avais peur de la rendre parce que vous étiez trop pauvre pour vous en occuper. » Elle regarda Louise avec un mélange de défi et de honte. « Je voulais juste qu'elle ait une vraie chance dans la vie. » Le silence tomba sur la pièce. C'était le nœud de toute l'histoire. Une femme stérile qui avait trouvé une enfant à aimer. Une mère pauvre qui avait perdu sa fille. Et entre les deux, une société qui pensait que la richesse donnait le droit de décider du destin des enfants pauvres. La directrice regarda Élise qui se tenait au milieu de la pièce, tenant toujours le verre d'eau vide. « L'enfant doit rester ici cette nuit. Le juge de paix viendra demain matin. C'est à lui de décider. » Cette nuit-là, Louise dormit sur un banc dans la cour de l'école. Elle refusait de partir sans savoir ce qui arriverait à Élise. Yann resta avec elle, montant la garde. À l'aube, le juge de paix arriva, homme de 60 ans au visage marqué par le soleil de Bretagne. Il écouta toutes les parties, examina la photographie, observa le cordon de laine. Puis il demanda à parler seul avec Élise. 10 minutes plus tard, il ressortit et annonça sa décision. Le juge de paix, monsieur Hervé Guillemot, ne prononça pas immédiatement son verdict. Il demanda d'abord que tout le monde s'asseye dans la salle de direction. Louise, Madame Riant, Abel Riant, la directrice Blanchard, Yann, Thérèse, le secrétaire municipal qui était arrivé avec un registre sous le bras. Et au centre, debout, Élise qui tenait toujours un morceau de pain de la fête qu'on lui avait donné pour la calmer. « Avant toute décision, dit le juge, je veux comprendre comment cette situation a pu se produire. » Il se tourna vers Abel Riant. « Monsieur Riant, avez-vous des documents officiels concernant le placement de cet enfant ?» Riant hésita. Les dames de la charité s'occupaient des formalités. Je n'étais qu'un intermédiaire. « Alors, montrez-moi le registre des dames de la charité. » Nouveau silence. « Il n'y en a pas, monsieur le juge. » Le juge posa ses mains sur le bureau. Depuis la loi de 1923 sur les pupilles de l'État, tout placement d'enfant doit être enregistré avec le consentement écrit des parents ou la déclaration d'abandon officielle. Sans ces documents, ce que vous avez fait s'appelle un enlèvement, même si vos intentions étaient charitables. Abel Riant pâlit. « Je voulais juste aider. Je n'en doute pas, » coupa le juge. « Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous avez séparé une mère de son enfant sans son consentement clair et documenté. Vous avez profité de sa pauvreté et de son analphabétisme pour lui prendre ce qu'elle avait de plus précieux. » Il se tourna vers Madame Riant dont les larmes coulaient silencieusement. « Et vous, madame, vous saviez que cet enfant avait une mère ?»« Oui, » murmura Marguerite Riant. « Mais on m'avait dit qu'elle était incapable de s'en occuper.
que l'enfant serait mieux avec nous. Je me suis attaché à elle. Je l'aime vraiment. » Sa voix se brisa. « Je sais que ce n'est pas une excuse. Mais pendant ces 18 mois, elle était ma fille. Je me levais la nuit quand elle avait des cauchemars. Je lui apprenais à lire. Je cousais ses robes. J'étais là. » Louise sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Cette femme aimait vraiment Élise. Ce n'était pas un mensonge. Mais cet amour avait été construit sur un vol. Sur la douleur de Louise qui, elle aussi, se levait la nuit, mais pour pleurer dans le noir parce que sa fille n'était pas là. Qui, elle aussi, aurait voulu coudre des robes et enseigner la lecture, si seulement on lui en avait laissé la chance. Le juge se tourna vers Louise. « Madame Karadec, vous comprenez que si je rends l'enfant, vous devrez être capable de subvenir à ses besoins. L'assistance publique viendra vérifier régulièrement. » Louise hocha la tête. « J'ai un travail. Je coude. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est honnête. Et maintenant j'ai des amis qui m'aideront. » Elle regarda Yann et Thérèse qui acquiescèrent. « Bien, » dit le juge. Il allait prononcer son verdict quand Élise parla pour la première fois. « Je peux manger mon pain ?» Tout le monde se tourna vers elle. L'enfant ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle était simplement fatiguée et avait faim. Le juge sourit tristement. « Bien sûr, petite. » Puis il ajouta, s'adressant à tous. « C'est pour elle que nous sommes ici. Pas pour nos principes ou nos émotions. Pour elle. » Il y eut un long silence. Puis le juge dit « J'ai besoin de quelques minutes pour réfléchir. Attendez ici. » Il sortit dans le couloir. Dans la salle, personne ne parlait. Le secrétaire municipal faisait semblant de lire son registre. La directrice Blanchard fixait ses mains. Abel Riant regardait par la fenêtre. Madame Riant pleurait en silence. Yann et Thérèse se tenaient près de la porte. Louise était assise sur une chaise de bois dur, les mains posées sur ses genoux. C'est alors qu'elle sentit le poids dans sa poche, le nouveau de laine, rouge et écru, celui qu'elle portait depuis 18 mois comme un talisman. Elle le sortit lentement. Le fil était usé, taché de sueur et de larmes. Mais les couleurs étaient toujours là. Sans regarder personne, sans dire un mot, Louise commença à tresser. Ses doigts bougèrent automatiquement, suivant le motif qu'elle avait créé des années auparavant, les soirs d'hiver, quand Élise était petite et ne voulait pas dormir. Le mouvement était hypnotique, ancestral. C'était le geste qu'elle faisait quand elle avait peur, quand elle était triste, quand elle ne savait plus quoi faire. Tresser la laine, rouge et écrue, 3 brins, toujours le même motif. Le son dans la pièce changea. Les respirations se firent plus calmes. Les tensions se relâchèrent légèrement. Et Élise, qui mangeait son pain, leva la tête. Quelque chose dans ce geste lui parlait. Quelque chose de profond, enfoui sous 18 mois d'une nouvelle vie. Elle s'approcha de Louise. Lentement, comme attirée par un aimant invisible. Elle regarda les mains qui tressaient. Et soudain, sans que personne ne lui dise rien, elle se pencha et souffla doucement sur la pointe du fil. Exactement comme elle le faisait avant de dormir, il y a si longtemps, pour que le nœud ne se défasse pas. « Pour que le lasso ne se défasse pas, maman », murmura-t-elle. Le monde s'arrêta. Madame Riant étouffa un sanglot. Pas de colère, pas de jalousie, de compréhension. Pour la première fois en 18 mois, elle voyait vraiment ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas sauvé un enfant. Elle avait volé une fille à sa mère, et peu importe combien elle l'aimait, peu importe combien elle avait pris soin d'elle, cet amour était construit sur une violence, sur un mensonge, sur la douleur d'une autre femme. Abel Riant détourna le regard, incapable de supporter la scène. Le secrétaire municipal posa son stylo. La directrice Blanchard essuya discrètement ses yeux. Yann et Thérèse se regardèrent, sachant que ce moment changeait tout. Car on ne pouvait pas nier ce qui venait de se passer. On ne pouvait pas prétendre qu'Élise n'avait pas de mère. Elle en avait une, et elle venait de s'en souvenir. Le juge Guillemot rentra dans la salle. Il vit la scène. Louise tressant, Élise soufflant sur le fil, Madame Riant pleurant, tout le monde figé dans un moment de vérité pure. Il n'avait plus besoin de réfléchir. Il s'assit derrière le bureau et dit simplement « L'enfant rentre chez sa mère. Aujourd'hui. Maintenant. » Louise ne cria pas victoire. Elle ne se leva pas d'un bond.
Elle continua de tresser jusqu'à ce que le cordon soit terminé. Puis elle le noua doucement autour du poignet d'Élise. Pas trop serré, pas trop lâche, juste ce qu'il fallait. Et elle dit, assez fort pour que tous entendent, « La prochaine fois que le monde voudra t'emmener, qu'ils doivent demander la permission à beaucoup de gens. » Le juge continua, « Monsieur Riant, vous recevez un avertissement officiel pour placement irrégulier d'enfants. Vous perdez votre autorisation d'organiser des collectes de dons au nom de la commune. La mairie établira désormais un registre strict pour tous les accueils temporaires d'enfants. Nom complet, durée, visite supervisée, consentement écrit et révocable des parents. » Il se tourna vers le secrétaire. « Vous noterez cela dans le procès-verbal. » Puis il regarda Madame Riant. « Madame, je comprends votre attachement. Si Madame Karadec accepte, vous pourrez visiter l'enfant une fois par mois, à l'école, en présence de témoins. Mais vous devez comprendre, cet enfant n'est pas votre fille. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. » Marguerite Riant hocha la tête, incapable de parler. Louise regarda la femme qui avait pris sa fille. Elle aurait pu la haïr. Elle aurait pu exiger qu'on lui interdise tout contact. Mais elle voyait maintenant une chose que la colère lui avait cachée. Cette femme avait vraiment aimé Élise. Elle l'avait soignée, nourrie, protégée. Et Élise, pendant ces 18 mois, avait eu une vie meilleure que celle que Louise aurait pu lui offrir matériellement. C'était une vérité difficile à accepter. Mais c'était la vérité. « Vous pouvez venir, » dit Louise doucement. « Une fois par mois, à l'école, avec des témoins. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vous n'êtes pas sa mère. Vous êtes, comme une tante, quelqu'un qui l'aime de loin. C'est tout ce que je peux vous donner. » Madame Riant pleura plus fort. « Merci, murmura-t-elle, merci. » La salle se vida lentement. Le secrétaire partit avec son registre. La directrice retourna à ses classes. Abel Riant quitta l'école sans regarder personne. Sa réputation ternie à jamais dans le village. Yann et Thérèse attendèrent dehors. Et Louise, tenant la main d'Élise, sortit dans la lumière du matin. La fête de la Saint-Jean continuait au loin. La fanfare jouait, les enfants riaient, la vie continuait, indifférente au drame qui venait de se jouer dans une salle de classe. Mais quelque chose avait changé. Une mère avait récupéré sa fille. Une injustice avait été corrigée. Et une communauté avait appris que la charité sans justice n'est qu'une autre forme de violence. Le retour à la Roche-Bernard prit 3 heures. Louise et Élise étaient assises à l'arrière de la carriole du marchand de légumes, comme à l'allée. Mais cette fois, Louise tenait la main de sa fille. Élise ne parlait pas beaucoup. Elle regardait le paysage défiler, confuse. Cette femme qui sentait la laine et le savon lui disait qu'elle était sa mère. Mais Élise ne s'en souvenait presque plus. Elle se souvenait de Madame Marguerite, de la maison chaude, des robes propres. Et maintenant on la ramenait vers quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Quand elles arrivèrent devant la petite maison humide où Louise louait une pièce, Élise hésita sur le seuil. « C'est ici ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Louise sentit son cœur se briser. Sa fille avait peur de rentrer chez elle. « Oui, ma chérie, c'est chez nous. » Elle poussa la porte. La pièce était exactement comme 18 mois auparavant. Le lit de Louise, le petit lit d'Élise, toujours fait, drap plié. La table de couture près de la fenêtre, les bobines de fil, l'odeur de tissu et de pauvreté. Élise entra lentement. Elle regarda le petit lit. Quelque chose en elle reconnaissait cet endroit. Pas avec sa tête, avec son corps, avec quelque chose de plus profond que la mémoire consciente. Elle s'approcha du lit et toucha les draps. « Maman attendait que tu rentres, » dit Louise doucement. « Chaque soir, je regardais ce lit et je priais pour que tu reviennes. » Élise leva les yeux vers Louise. « Pourquoi je suis partie ? Comment expliquer à une enfant de 5 ans qu'elle avait été volée, que sa mère était trop pauvre pour la protéger, que des gens riches et respectables pensaient avoir le droit de prendre les enfants des pauvres ? » Louise s'agenouilla. « Quelqu'un t'a emmené sans me demander. Quelqu'un pensait que tu serais mieux ailleurs. Mais tu n'étais pas mieux ailleurs. Tu étais juste ailleurs. Et j'ai cherché partout jusqu'à ce que je te retrouve. Et maintenant tu es à la maison. Et personne ne t'emmènera plus jamais. » Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle pleurait doucement dans le noir.
Louise vint s'asseoir au bord du petit lit. « Tu veux que je chante ?» Élise hocha la tête. Louise chanta la chanson. « Petit bouton, petit fil, ma fille dort sous le ciel d'avril. Les étoiles cousent des rêves, maman les garde sans trêve. » Élise se détendit peu à peu. Et vers 3 heures du matin, elle s'endormit enfin, serrant le tablier de couture de Louise comme un doudou. Les jours suivants furent difficiles. Élise faisait des cauchemars. Elle se réveillait en appelant « Madame Marguerite ». Elle regardait la pièce froide et demandait où étaient les belles robes et les repas chauds. Louise cousait encore plus qu'avant pour acheter de la nourriture. Yann et Thérèse passaient souvent pour apporter du pain et du fromage. Armand installait un petit poêle pour chauffer la pièce. Le père Le Floch venait prier avec elle. 1 mois après le retour, l'assistant social de la mairie arriva pour l'inspection prévue par le juge. C'était une femme stricte qui vérifia tout. La nourriture dans le garde-manger, les vêtements d'Élise, la propreté de la pièce. Elle posa des questions à Louise sur son travail, ses revenus, ses projets. « Vous gagnez combien par mois ?»« Assez pour nous 2. »« L'enfant va à l'école ?»« Elle commence la semaine prochaine. » L'assistante nota tout dans un carnet. « Je reviendrai dans 3 mois. » Ces visites étaient nécessaires. Louise le savait. Mais elles étaient aussi humiliantes. Chaque fois, c'était un rappel qu'on ne lui faisait pas confiance. Qu'une femme pauvre devait prouver constamment qu'elle méritait son enfant. Les femmes riches n'avaient jamais ces visites. Les femmes riches ne devaient jamais justifier leur maternité. Mais Louise acceptait. Si c'était le prix pour garder Élise, elle le paierait. Septembre 1937. Élise commença l'école. Le premier jour, elle ne voulut pas que Louise parte. Elle s'accrocha à sa jupe et pleura. La maîtresse dut la détacher doucement. « Elle a peur que vous disparaissiez », expliqua-t-elle à Louise. « C'est normal après ce qu'elle a vécu. Soyez là quand l'école finit. Toujours à la même heure. Elle apprendra à avoir confiance. » Louise fut là, tous les jours. À 4 heures précises, elle attendait devant l'école avec les autres mères. Au début, les femmes ne lui parlaient pas. Certaines pensaient encore qu'elle avait abandonné sa fille. Mais petit à petit, quand elles virent Louise attendre sous la pluie, dans le froid, toujours là, toujours à l'heure, elles commencèrent à la saluer, puis à lui parler, puis à l'inviter à la lavanderie publique. Louise n'était plus la couturière qui a perdu sa fille. Elle redevenait simplement Louise. 1 mois plus tard, Madame Riant vint pour sa première visite. Elle arriva à l'école avec un paquet enveloppé dans du papier brun. Louise était là, comme convenu. Thérèse aussi, comme témoin. Madame Riant semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient plus gris, son regard était triste. Elle tendit le paquet à Élise. « C'est pour toi, des livres d'images. » Élise prit le paquet timidement. « Merci, madame. Tu peux l'appeler Madame Marguerite, » dit Louise doucement. « Si tu veux. » Élise regarda Louise, cherchant la permission. Louise hocha la tête. « Merci, Madame Marguerite, » dit Élise. Les 3 femmes restèrent là, dans la cour de l'école, sans savoir quoi dire. Finalement, Madame Riant demanda « Comment vas-tu ?»« Bien, » répondit Élise. « Maman m'apprend à coudre, et je sais lire chatte maintenant. » Madame Riant sourit à travers ses larmes. « C'est bien, ma petite. » Elle regarda Louise. « Merci de me laisser venir. » Louise ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit « Je ne le fais pas pour vous, je le fais pour elle. » Parce qu'elle vous connaît, parce que vous avez fait partie de sa vie. Et je ne veux pas qu'elle pense que les gens disparaissent sans raison. C'était la vérité. Dure, mais honnête. Les mois passèrent. L'hiver 1937-1938 fut rude. Louise cousait jusqu'à ce que ses doigts saignent. Mais Élise avait à manger. Elle allait à l'école, elle apprenait à lire et à écrire. Et lentement, très lentement, elle réapprenait à faire confiance. Elle ne se réveillait plus en appelant Madame Marguerite. Elle ne demandait plus pourquoi il n'avait pas de belle robe. Elle acceptait que la vie soit simple, pauvre, mais honnête. À la mairie, le nouveau registre des placements d'enfants fut officiellement instauré en janvier 1938. Tous les accueils temporaires devaient maintenant être enregistrés avec le nom complet de l'enfant, l'identité des parents, la durée prévue, les conditions de visite, et le consentement écrit et révocable à tout moment.
Un juge devait superviser chaque cas. C'était une petite victoire, mais importante, car elle signifiait qu'aucune autre Louise ne perdrait son enfant aussi facilement. Qu'aucun autre Abel Riant ne pourrait voler des enfants sous prétexte de charité. Abel Riant lui-même quitta Saint-Étienne de Montluc en 1938. Sa réputation était ruinée. Personne ne voulait plus faire affaire avec l'homme qui avait volé une enfant à sa mère. Il déménagea à Nantes où personne ne le connaissait. Madame Riant resta. Elle continua ses visites mensuelles à Élise pendant 3 ans. Puis, en 1940, quand la guerre arriva, elle et son mari partirent vers le sud. Louise ne les revit jamais. La photographie, celle qui avait tout déclenché, Louise la garda dans une boîte en fer avec le cordon de laine original. Elle ne la montra jamais en public. Elle ne l'accrocha jamais au mur. C'était trop intime, trop douloureux. Cette image représentait le pire moment de sa vie, et aussi le début de sa victoire. Elle la regardait parfois, les soirs où Élise dormait paisiblement dans le petit lit. Elle regardait le visage de sa fille sur cette photo prise au quai de Saint-Nazaire, en juin 1936. Le cordon de laine rouge et écru, le pain rond tenu maladroitement, les yeux cherchant quelqu'un hors du cadre. Sa fille, perdue dans une foule d'enfants volés. Année 1950. Élise avait grandi. Elle était devenue couturière comme sa mère. Elle s'était mariée avec un pêcheur de la Roche-Bernard. Elle avait eu 2 enfants. Et elle faisait pour eux des cordons de laine tressés rouges et écrus. Un jour, sa fille aînée demanda « Maman, pourquoi tu tresses toujours rouge et écru ?» Élise regarda Louise qui cousait près de la fenêtre. Vieille maintenant, les mains déformées par l'arthrite. C'est grand-mère qui m'a appris. C'est notre façon de nous souvenir. Louise mourut en 1962, à 68 ans. Élise hérita de la boîte en fer. À l'intérieur, elle trouva le cordon de laine original et la photographie. Elle pleura en la regardant. Elle ne se souvenait pas vraiment de cette époque. Juste des fragments. Le goût du pain, la chanson, les mains de sa mère tressant la laine, et cette certitude profonde que sa mère n'avait jamais cessé de la chercher, jamais cessé de l'aimer. Même quand le monde entier lui disait qu'elle n'avait pas le droit de garder sa fille, parce qu'elle était trop pauvre. Élise garda la photographie dans la même boîte en fer. Elle ne la montra jamais à des étrangers. Elle ne la donna jamais à un musée. C'était l'histoire de sa famille, de sa mère, de ses 18 mois volés et de ses décennies gagnées ensuite. Elle la montrait seulement à ses petits-enfants, quand ils étaient assez grands pour comprendre. « Voici votre arrière-grand-mère Louise », disait-elle. Elle était pauvre, mais elle était forte, et elle m'aimait plus que le monde entier. Aujourd'hui, cette photographie est toujours dans une boîte en fer, gardée par l'arrière-petite-fille de Louise. Elle vit à Nantes et travaille comme avocate spécialisée dans les droits des enfants. Quand elle défend des familles pauvres contre des services sociaux trop zélés, elle pense à Louise, à cette femme qui n'avait rien d'autre que ses mains et un bout de laine pour affronter le pouvoir. Cette femme qui a prouvé que la dignité n'a pas de prix et que l'amour d'une mère ne se mesure pas à son compte en banque. La leçon de cette histoire n'est pas que tout finit bien, parce que tout ne finit pas toujours bien. Louise et Élise ont perdu 18 mois qu'elles ne récupéreront jamais. Élise a porté toute sa vie les cicatrices de ce traumatisme. Et la France a continué pendant des décennies à retirer des enfants à des familles pauvres, sous prétexte de les protéger. Mais Louise a prouvé quelque chose d'important. Que même les plus faibles peuvent exiger justice. Que même les plus pauvres méritent le respect. Et que quand une communauté décide de se tenir aux côtés des opprimés, les choses peuvent changer. Alors si vous êtes parent et que quelqu'un essaie de vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour votre enfant, souvenez-vous de Louise. Si vous êtes travailleur social et que vous devez décider du sort d'une famille, souvenez-vous de Louise. Et si vous êtes simplement quelqu'un qui passe à côté d'une injustice en se disant « ce n'est pas mon problème », souvenez-vous de Yann, de Thérèse, d'Armand, ces gens ordinaires qui ont décidé de se tenir aux côtés d'une femme qui n'avait rien, et qui ont tout changé. La prochaine fois que le monde essaie de prendre ce qui ne lui appartient pas, souvenez-vous du cordon de laine tressé rouge et écru, et exigez qu'il demande la permission à beaucoup de gens. Beaucoup. Car c'est ainsi que nous protégeons les plus faibles, pas en les sauvant malgré eux, mais en nous tenant à leur côté quand ils se battent pour se sauver eux-mêmes.
Au terme de cette histoire fictionnelle mais profondément inspirée de notre réalité collective, une vérité demeure. Parfois, les injustices les plus silencieuses sont celles que l'on croit justifiées. Louise nous rappelle que la dignité ne dépend pas de la richesse, mais du courage, et qu'une simple tresse de laine peut porter toute la mémoire d'un amour que personne n'a le droit d'effacer. Et vous? Qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir sur la justice, la maternité et le pouvoir que certains pensent avoir sur la vie des autres? Avez-vous déjà été témoin d'une situation où quelqu'un de plus faible a dû lutter contre un système entier? Comment pensez-vous que les communautés devraient se comporter lorsque la vérité dérange leur certitude? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot « résilience », un mot qui résume l'héritage moral de Louise et d'Élise. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, une mémoire d'autrefois, une anecdote des générations passées. Peut-être qu'elle inspirera un prochain récit sur cette chaîne. Merci d'avance de faire vivre cet espace. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager autour de vous, ou de laisser un commentaire. Et si vous voulez continuer ce voyage à travers des récits qui interrogent notre humanité, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.